qui va être notre invité. Ça va être M. François Tardif qui va se présenter juste après. C'est pas Karine Maltais qui est avec vous aujourd'hui en support de M. Tardif. Elle avait une petite urgence, donc ne pouvait pas être là aujourd'hui. Donc, je me nomme Malcolm Côté. Je suis agent de gestion du personnel au service du développement des personnes au CHU de Québec. Donc, je connais rien en soins palliatifs, donc c'est pas moi qui va vous donner le thème aujourd'hui. C'est pas moi qui va vous présenter. Donc, je suis juste là en support. Donc, je vais laisser la parole à M. Tardif qui va vous présenter l'atelier d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde, François Tardy. En fait, je suis le coordonnateur du Réseau québécois de soins palliatifs et de fin de vie. Ça fait quand même 17 ans que je travaille en soins palliatifs, en recherche en soins palliatifs. Tout d'abord comme professionnel de recherche, puis par la suite comme coordonnateur de recherche. J'ai ouvert ma caméra pour me présenter en premier, puis après ça, je vais la fermer étant donné que je vais des fois lire des notes et tout ça, mais c'est pas pour être désobligeant. Donc, voilà, en fait, ma présentation s'intitule « Le réseau thématique de recherche en soins palliatifs. Qu'est-ce que ça mange en hiver? » La réponse, en fait, pourquoi ce titre-là, c'est parce que j'étais supposé faire cette conférence-là le 23 mars dernier. Puis, étant donné la COVID, en fait, c'est quasiment redevenu à propos avec les temps qu'on a eu, le temps glacial cette nuit. Donc, j'ai gardé le titre. Je vais vous entretenir un peu de qu'est-ce que le réseau et puis tout ça, puis je vais vous montrer un peu c'est quoi la recherche en soins palliatifs et présenter des enjeux. Je ne sais pas parmi vous qui nous connaît. S'il y en a parmi vous qui vous êtes inscrites à notre infolette, qui nous suivent sur les médias sociaux. J'espère pendant cette présentation-là vous inciter à le faire. Donc, c'est mon petit coup de pub du début. Plan de la présentation, je vais vous parler un peu de l'historique. Excuse-moi, François. Oui, juste peut-être partager ton écran. Je ne vois pas ton partage d'écran pour le moment. C'est vrai? Oui. Attends une minute, on va recommencer. Est-ce que ça marche? Parfait. C'est bon. Tu peux le mettre en diapo. Parfait. Ça marche? Oui, c'est bon. OK. Good. Donc, en fait, un historique, un nouveau réseau de recherche, je vais vous en parler. Je vais vous parler de la constitution du RQSPAL, donc c'est une abréviation, ça va aller plus vite là, au lieu de Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie. Je pense qu'RQSPAL, ça va aller un peu plus vite. Après ça, je vais parler des enjeux de la recherche en soins palliatifs et présentation un peu des études en cours, un petit peu plus de concret là, pour vous dire les thématiques qui sont abordées, qui sont étudiées par certains de nos chercheurs. Puis, j'espère vous entretenir d'un peu de perspective d'avenir. Moi, j'ai aucun problème à répondre à toutes vos questions. On va le faire à la fin, étant donné que c'est enregistré présentement. Donc, je vais répondre à vos questions à la fin. La recherche, c'est pas ça. Comme là, présentement, je vais vous le traduire, mais c'est un centre de recherche et développement d'une compagnie de chocolat qui dit « Regarde, la moitié du travail est déjà faite. Tout ce que tu as à faire, c'est de compléter la partie du haut pour que je puisse légalement affirmer la partie du bas. » Les données, en fait, quoique présentement, avec tout ce qu'on vit dans l'ère des médias sociaux, COVID, pseudo-experts, conspirationnistes, bien souvent, on dirait qu'on saute aux conclusions extrêmement rapidement. Mais bon, la recherche, ce n'est pas ça. La recherche, ce n'est pas ça non plus. Il y a un site, en fait, qui s'appelle tylervision.com. C'est vraiment fascinant. Lui, il s'est amusé à faire parler les chiffres d'une façon vraiment stupide. C'est incroyable, en fait. Ici, il a pris des chiffres de banques de données vraiment reconnus là, au niveau gouvernemental. Puis, il a fait des corrélations. Donc, juste pour vous donner une explication à qu'est-ce qu'une corrélation, très, très, très de base, c'est la probabilité que l'événement B se réalise lorsque l'événement A survient. Donc, c'est vraiment, les deux sont corrélés ensemble, c'est ça qu'on va dire. Donc, s'il y a un R de 1, c'est qu'une corrélation parfaite. Donc, à chaque fois que B va survenir, A va survenir. Donc, on peut voir ici que puis là, on est en soins palliatifs, fait que je me suis permis un peu des thématiques un peu bizarroïdes. Donc, on peut voir qu'il y a une corrélation extrêmement forte entre le nombre de personnes qui se sont noyées en tombant d'un bateau de pêche et le taux de mariage dans le Kentucky. Théoriquement, ça n'a aucun rapport entre les deux, mais avec des chiffres, on peut leur faire dire à peu près n'importe quoi. Les deux sont extrêmement corrélés.
Aussi, encore plus stupide, le nombre de personnes qui sont noyées dans leur piscine, puis le nombre de films, en fait, que Nicolas Cage est apparu dedans. Une corrélation quand même pas trop bonne, mais quand même assez importante de 66%. Mais bon, pourquoi je vous ai dit tout ça? C'est pour vous dire qu'il y a des chiffres, qu'on peut faire à peu près tout ce qu'on veut avec et que ça prend des études assez rigoureuses pour pouvoir, en fait, vérifier et apporter des vraies réponses aux vrais problèmes au niveau de soins. Donc, une petite historique pour la recherche en soins palliatifs au Québec. En fait, les soins palliatifs ont débuté au Québec, à Montréal, avec Palliative Care McGill. C'est Dr. Belfour Munn qui a initié ça au Québec. En fait, puis d'ailleurs, s'il y a des personnes qui s'intéressent au timbre, il y a eu son timbre qui a été créé en septembre. Le 10 septembre a été lancé. Il y a quand même, le monsieur, c'est quand même pas n'importe qui, il a eu son timbre à son effigie en septembre de cette année. Donc, ça a été le début un peu de faire de la recherche très ponctuelle, très locale. Ici, à Québec, on a une reconnaissance provinciale. Donc, les fonds de recherche en Québec ont octroyé un financement ici à l'équipe de la Maison Michel Sarrazin de recherche pour effectuer des études. Mais c'était beaucoup un financement aussi lié à une infrastructure de recherche, donc pour payer un coordonnateur et du temps d'employé. En 2000 jusqu'à 2006, il y a eu un gros programme de formation en recherche sur la thématique des soins palliatifs qui a été fait à Montréal sous l'égide de Robin Cohen. En 2004, il y a les RSC, puis là, c'est là qu'il y a eu de plus en plus d'initiatives, en fait, pour reconnaître l'importance des soins palliatifs. Ils voulaient créer des nouvelles équipes en émergence sur la recherche au niveau canadien. En 2004 jusqu'en 2011, le problème, c'est que les financements ont tout arrêté et pas mal toutes les équipes ont tombé au Canada. Donc, ça a été un peu un coup d'épée dans l'eau, mais bon, nous, ça nous a structuré, ça nous a aidés. Puis en juillet 2016, il y a eu des débuts des discussions pour la création d'un réseau québécois, donc pour essayer de tout regrouper les chercheurs. Puis en mai 2017, on a eu le financement finalement et maintenant on est 60. Au début, c'était les chiffres. Je vais vous les présenter un peu plus loin, les chiffres actuels. Donc, des réseaux thématiques comme ça, il y en a une vingtaine au Québec. C'est sur tous les thématiques de santé. Donc, nous, évidemment, il y a juste un réseau thématique sur les soins palliatifs, mais il y en a en cardiologie, il y en a en onco, il y en a un peu sur toutes les thématiques de santé. Et voilà, nous, dans les 6 dernières années, il y a juste eu 2 nouveaux réseaux de recherche qui ont été créés au Québec, soit le nôtre et un sur l'autisme. Pourquoi un réseau de recherche au Québec? C'est pour fédérer les forces vives afin d'accroître la capacité de recherche, accroître le transfert des connaissances dans les milieux cliniques, puis faire des soins palliatifs un pilier central de la recherche au Québec. Il faut dire que les chercheurs qui travaillent en soins palliatifs, qui s'intéressent à cette thématique-là, ils ne sont pas tous regroupés au même endroit. Il y en a un peu partout, puis bien souvent, ils sont isolés. En fait, il n'y a pas un gros département universitaire de recherche en soins palliatifs. Donc, ils sont bien souvent isolés. Donc, le but d'un réseau, c'est vraiment de les regrouper puis de les fédérer. La mission ultime du RQSPAL, c'est d'améliorer via la recherche la qualité, l'accessibilité, l'équité des soins prodigués aux personnes souffrant de toute maladie incurable et potentiellement fatale. Cette mission s'étend dès le diagnostic à la personne ainsi qu'aux proches et vise à améliorer la qualité de vie à toutes les étapes de la prestation de soins, tout en assumant un leadership de recherche au niveau provincial, national et international. Donc, comme vous pouvez voir, on est très englobant. Ce n'est pas juste oncologie, ce n'est pas juste sur le cancer, c'est sur toute maladie potentiellement fatale. Puis ça s'étend aussi dès le diagnostic. Donc, on est dans une vision très large des soins palliatifs et non pas des soins palliatifs terminaux, bien qu'il y a des chercheurs qui s'intéressent évidemment à ça. Et on est dans une thématique non pas seulement centrée sur la personne, donc le patient, la personne malade, mais les proches, le système de santé, les soignants. Le mandat, c'est de développer l'expertise dans la recherche en soins palliatifs et de fin de vie par le développement et le transfert de connaissances. C'est la dernière slide de blabla un peu plate. En fait, c'est sur les orientations stratégiques. C'est juste pour vous dire que nous, on appuie la création d'une communauté pour regrouper les forces au niveau provincial.
On réalise des initiatives structurantes, donc pour permettre l'accroissement de la capacité de recherche. C'est quoi ça, la capacité de recherche? C'est d'asseoir tout le monde ensemble pour qu'ensemble se concentrent sur une problématique et donc essayer de l'attaquer d'une façon, de l'approcher d'une façon diversifiée, multidisciplinaire, multifacultaire, multi-tout. Optimiser les échanges au sein de la communauté de soins palliatifs et du grand public, et puis d'optimiser, de développer le partage de ressources communes. Je vais vous en toucher quelques mots plus loin. Notre programmation de recherche, en fait, le RQSPAL, c'est 3 grands axes. Le premier, c'est l'optimisation de la qualité de vie de la personne en soins palliatifs. Les responsables, c'est Lynn Gauthier et Mélissa Henry. La recherche, en fait, recherche clinique, gestion de symptômes, autant la douleur, la fatigue, la nausée, le délirium, etc. On a aussi développement des meilleures pratiques de soins de traitement, mais aussi des fois l'aide à la prise de décision. Il y a beaucoup de thématiques qui sont touchées par des chercheurs du réseau. L'axe 2, en fait, c'est adapter les soins palliatifs en contexte de pédiatrique. On a des chercheurs qui s'intéressent vraiment à la famille, les proches exposés à un décès d'enfant, puis les besoins spécifiques à cette clientèle-là. En fait, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte, puis vous êtes à même de le savoir, c'est que l'univers des soins palliatifs pédiatriques est vraiment à part de la gériatrie. Qu'est-ce que je veux dire au niveau de l'adulte, excusez-moi? C'est que c'est vraiment 2 mondes à part, en fait. C'est bien souvent, c'est soit les personnes œuvrent en pédiatrie ou œuvrent en adulte. Bien souvent, il y a ben il y en a, mais peu je dirais, d'interaction. Ben, pas d'interaction, mais en fait, c'est ça, ils travaillent peu d'un domaine et de l'autre. Ils ne sautent pas beaucoup la clôture. Donc, dans ce contexte-là, on a trouvé important de vraiment regrouper les chercheurs qui travaillent sur cette thématique-là ensemble. L'axe 3, c'est améliorer l'accessibilité et l'équité dans la prestation des soins et des services. La responsable, c'est Diane Gay. Innovation dans les programmes et les modèles de prestation, les enjeux économiques et éthiques entourant l'accès à la prestation, puis l'Observatoire national de soins palliatifs et de fin de vie. Je vais vous en entretenir tantôt. Notre organisation, en fait, on a un beau comité de direction avec le directeur, moi et les membres du comité étudiant et des membres réguliers. On a un comité scientifique où est-ce qu'on a des proches aidants. On avait une patiente partenaire qui était avec nous. Ben, en soins palliatifs, c'est assez difficile d'avoir une patiente partenaire, étant donné que, bon, on s'entend, on est en soins palliatifs. Donc, on a des proches qui ont accompagné des patients en soins palliatifs. C'est important d'avoir des membres de la communauté pour nous aiguiller sur les priorités scientifiques. On a un comité étudiant, notre réseau, on est vraiment pro-étudiants, on est vraiment, ils font des choses incroyables, puis on veut leur donner les coups des franges pour qu'ils en fassent encore plus. Puis on les met de l'avant, nos jeunes, parce qu'on les trouve tellement incroyables. On a des membres réguliers, donc ça, c'est des chercheurs. On a des membres associés, puis c'est là que peut-être que vous pouvez nous rejoindre et faire partie de notre belle gang, et des membres étudiants qui découlent évidemment des membres réguliers. Donc, le RQSPAL, c'est quoi? C'est un réseau multidisciplinaire, multifacultaire, tout ce que vous voulez. Le RQSPAL, c'est 63 membres réguliers, donc des chercheurs, 62 membres associés, donc ça peut être des administrateurs, des professionnels, des cliniciens, des médecins. On a plus de 130 étudiants qui gravitent. Notre répartition est assez incroyable, donc on est dans toutes les universités du Québec et même à Ottawa. Comme vous pouvez voir, on a des experts dans à peu près, des chercheurs dans à peu près tous les domaines. En théologie, même, on touche vraiment à une multitude d'aspects. Et c'est ça notre force. On est capable de regarder une problématique ou une étude selon plusieurs angles. Bon, c'est quoi? Optimisation de la recherche en réseau. Écoutez, vous allez trouver ça très enfantin, mais vous allez comprendre. Les chercheurs, ils produisent des résultats. Ils sont tous un peu laissés à eux-mêmes. Un réseau, l'important, c'est d'augmenter les collaborations pour créer des résultats communs. Je veux dire, c'est d'une simplicité aberrante en pratique. Côté, par contre, ben, théoriquement, c'est très facile. En pratique, c'est un petit peu plus complexe, étant donné qu'on s'entend que les chercheurs, bien souvent, ils ont leur thématique, sont dans leur université, dans leur faculté, avec des charges qui sont différentes. Donc, le but d'un réseau, en fait, c'est de créer... moi,
j'aime ça me faire appeler l'entremetteur de blind date. Donc, moi, je fais la blind date, je mets les personnes en relation, mais je ne vais pas à la blind date. Parce que moi, mon rôle, c'est de coordonner. Donc, blague à part, concours de projet pilote, écoutez, on est un réseau qui vise l'excellence. Puis là, je m'en viens aux enjeux, ça ne sera pas long, un petit peu d'indulgence encore avec moi. On a des projets pilotes, donc des projets un peu qu'on trouvait nécessaires, essentiels. On a financé 16 dans les 3 dernières années. Les résultats s'en viennent petit à petit, étant donné que c'est quand même. On n'a pas financé les 16 au début, on a financé au fur et à mesure, et dont 3 que je vais vous entretenir tantôt, qui est en lien avec les soins palliatifs et la COVID. On s'est reviré de bord sur Indicène, comme on dit, puis on a fait un concours là, pour essayer de financer des projets qui nous semblaient très importants. On a des liens national et international. On a beaucoup de liens avec la plateforme nationale de recherche française, la Société française d'accompagnement. On a aussi des relations avec d'autres réseaux thématiques comme le nôtre, dont un suicide, trouble de l'humeur, trouble associé. Sur toutes les questions d'aide médicale à mourir, et aussi des associations avec le réseau Douleur du Québec. On a une belle infolette, je vous en ai parlé au début. Écoutez, on dit des bons coups, on énonce des faits, l'actualité, on a des conférences, comme la conférence que vous êtes en train de regarder. Nous, on va la mettre sur notre chaîne YouTube plus tard. Mais principalement aussi, on a des conférences à tous les mois qu'on annonce, qu'on effectue. C'est des chercheurs et ou des étudiants qui viennent présenter des résultats, essayer le plus possible de vulgariser et de diffuser. Donc, vous êtes vraiment les bienvenus de participer. Tout est gratuit. Puis, l'infolette, c'est pas compliqué. On a à peu près un petit peu moins que 1000 abonnés. Si ça vous prend plus, on se fait une règle, c'est 2 minutes une infolette. Parce que si c'est plus long que ça, c'est fini. Je veux dire, des affaires de 22 pages que ça finit plus, puis c'est trop long. On les ferme, puis on les relit plus jamais. Donc, écoutez, si ça vous tente, vous pouvez aller sur notre site internet qui est recherche-palliatif.ca. En fait, si vous googlez recherche-palliatif, on est le premier lien en haut. Et puis, vous pouvez voir toutes les anciennes infolettes et puis vous pouvez vous inscrire aux prochaines. Rayonnement, on est sur tous les réseaux sociaux. On est sur Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube, que je vais vous parler à la prochaine slide. Et puis, je vous invite à venir nous suivre. On essaie le plus possible de partager tout ce qui touche aux soins palliatifs et de fin de vie. Des fois, il y a beaucoup de monde qui nous disent qu'on fait un job un peu plus, qu'on fait un job assez majeur, peut-être même supérieur à l'AQSP, l'Association québécoise de soins palliatifs, en termes de rayonnement de tout ce qui se passe dans la vie des soins palliatifs au Québec. Donc, on essaie le plus possible de faire une bonne job là-dessus. Vous êtes plus que les bienvenus de nous suivre. On a des dizaines de conférences à chaque année, comme je vous l'ai dit. Puis on a une demi-journée organisée par le comité étudiant du réseau québécois le 13 novembre. Si vous voulez participer, c'est ouvert à tous. On va avoir Joanne de Montigny, qui est quand même assez connue en soins palliatifs, qui est une psychologue. Puis Sylvie Fortin, qui est une chercheure comme conférencière. Puis on va avoir aussi des présentations d'étudiants rapides. On va les stresser un peu, là. On va leur donner 5 minutes pour qu'ils nous expliquent leur thèse. Ça vous donne une idée. Mais ça, c'est toujours agréable. C'est de l'hyper-vulgarisation qu'on appelle. Donc, c'est super intéressant à assister. Donc, vous pouvez vous abonner, nous aimer, nous suivre, partager, allez-y, amusez-vous. On a une chaîne YouTube qui comporte plus de 60 vidéos déjà. Honnêtement, c'est en train d'exploser. Il y a de plus en plus de personnes qui regardent, qui nous suivent, puis qui les écoutent. On a puis on a un projet d'étude présentement avec le comité étudiant du réseau qui est d'informer, de vulgariser la science au maximum auprès des soignants et du grand public. Donc, c'est quelque chose qui va s'en venir au courant des prochains mois là, de façon intensive. Les vidéos qu'on a, on a autant sur le cannabis à douleur en soins palliatifs, les douleurs en soins palliatifs pédiatriques, l'aide médicale à mourir, les enjeux qui en découlent. On a même une conférence sur les enjeux entourant l'administration d'une aide médicale à mourir en milieu carcéral. Super intéressant, très méconnu, mais super intéressant. On a également une conférence sur un petit peu plus recherche, donc introduction à la recherche qualitative. On a une journée scientifique annuelle qui s'en vient. Ça, c'est un autre coup de pub.
Si vous n'êtes pas inscrite, je vous invite à le faire. C'est l'édition 2020, c'est 100% en ligne. C'est jeudi cette semaine, en matinée. Pourquoi en matinée? C'est assez simple. C'est parce qu'on a des conférenciers, c'est une organisation franco-québécoise. Le titre, c'est les soins palliatifs et de fin de vie en temps de pandémie. Évidemment, avec le décalage de 6 heures, on n'a pas le choix de faire ça, nous, le matin, eux, après-midi et sur l'heure du souper. Donc, vous pouvez vous inscrire à fourwave.es/SPFV-COVID ou pour ne pas faire comme un certain Sius, mettre une adresse de 40 quelques caractères, vous pouvez aller sur notre recherche-palliatif.ca. Puis, vous pouvez carrément aller dans événements, puis vous allez le voir. Puis, l'événement, c'est gratuit. Donc, c'est 4 heures. Vous allez avoir un certificat aussi de participation que vous allez pouvoir produire pour vos ordres. Il n'y a pas de crédit de formation continue, par contre, qu'on est allé chercher. On essaie le plus possible de rayonner. On a gagné quand même le prix Diamant du CHU de Québec, catégorie Innovation en 2018. Puis, nombreuses apparitions dans les médias, les émissions d'intérêt général, le pharmacien. Il y a eu déjà 2 ou 3 chercheurs qui sont 3, je pense, qui sont passés au pharmacien. Et puis, on est cité souvent dans les journaux, évidemment. On a un beau site web, juste pour vous donner une idée, qui est très vivant. On essaie de l'alimenter le plus possible. On a même rendu avec une version anglaise. Donc, gênez-vous pas si vous voulez y aller chercher de l'information. Donc, nous, le réseau, on a 3 grands chantiers qu'on effectue présentement. Le premier projet, c'est un projet de base de données cliniques. Donc, on se rend compte que bien souvent, dans chaque milieu, il y a des outils, des instruments qui sont divergents, qui sont différents. Et il y en a beaucoup qui utilisent l'ISAS, il y en a qui utilisent un autre outil, il y en a, tu sais, il y a une multitude d'outils qui sont utilisés, puis il n'y a rien qui est cliniquement, bien souvent c'est cliniquement approuvé ou validé, quoique des fois les validations françaises n'ont pas validé, mais bon, les versions françaises, excusez-moi. Mais nous, on est en train de faire un gros travail là-dessus pour identifier les domaines à évaluer, trouver les outils existants, puis vraiment essayer de voir les barrières, puis l'implantation, l'utilisation. Donc, on a des membres qui s'intéressent vraiment à ça. C'est un gros projet. On souhaite à la fin doter le Québec d'une base d'outils. Donc, c'est aussi simple que vous voulez évaluer la douleur en soins palliatifs. Théoriquement, vous devriez utiliser cet outil-là en priorité. Donc, à partir de là, si un jour, tous les milieux cliniques ou les milieux de soins commencent à plus utiliser des outils qui sont similaires, mais éventuellement, on va pouvoir comparer les données et comparer l'amalgame, en fait, de l'utilisation des outils. Ça, c'est quelque chose qui serait formidable, qui aiderait pas seulement la recherche, mais beaucoup les cliniciens. Donc, ça, c'est un gros chantier qu'on a débuté. Le deuxième, c'est un observatoire national de soins de fin de vie, soins palliatifs et de fin de vie. En fait, présentement, c'est quelque chose qu'on travaille depuis quand même un petit bout de temps. Un observatoire national, ce serait plus un lieu là, où est-ce que les données arriveraient, où est-ce que ça serait pour l'aide à la décision. Donc, toutes les grandes questions qui touchent aux soins palliatifs pourraient être en fait demandées à cet observatoire-là. Il y aurait des réponses qui pourraient être utilisées et données. C'est vraiment un outil à l'aide à la décision, parce que présentement, vous savez, au Québec, les données, on est pas mal dans le flou, mou, fluide. En soins palliatifs, on ne sait pas trop vers quoi et comment ça se passe. Étant donné aussi la multiplication des banques de données, il y a des données dans les maisons de soins palliatifs, il y en a dans les CLSC, il y en a dans les CHSLD, il y en a au domicile, il y en a. Puis tous ces beaux, en tout cas, ces outils, ces banques de données-là, ça ne parle pas beaucoup. Puis c'est pas juste ça, un observatoire, mais c'est juste pour vous donner une idée, là. On a commencé à mettre un comité de planification en œuvre. On a fait des rencontres avec le gouvernement, la ministre McCann, et présentement avec son successeur. Puis on essaye le plus possible, là, on est en train de finaliser un document qui devrait être soumis au gouvernement d'ici quelques jours, incluant un budget et tout. On espère que ça va aller de l'avant et que ça va doter le Québec vraiment d'une organisation qui va pouvoir répondre à beaucoup d'interrogations.
Puis le dernier chantier qu'on a attaqué, qui est un peu présentement sur la paille, mais qui a donné qui était intéressant, c'est adresser toute la crise des opioïdes au Canada. Vous savez, il y a 1 an et demi, c'était le fléau, le fentanyl était le fléau absolu, alors que depuis des années, on l'utilise en soins palliatifs et bon, une bonne utilisation. J'ai de la misère avec le mot, je veux dire, du Tylenol mal utilisé peut devenir mortel. Là. Donc, en tout cas, c'est pas parce que de la cocaïne est coupée avec du fentanyl que le fentanyl est le mal absolu. Là. Mais bon, ceci étant dit, on pourrait en jaser longtemps, mais il y a eu des impacts majeurs sur les soins palliatifs. Donc, les personnes voulaient moins en prendre, étaient plus réticents. Les médecins aussi avaient peur d'utiliser des analgésiques, morphine, peu importe, mais beaucoup de fentanyl, évidemment. Donc, on a fait 2 rencontres pan-canadiennes pour adresser ça avec une quarantaine d'experts. Une rencontre à Vancouver en septembre 2019, puis une à Montréal. Il y a un article scientifique, il y a un rapport qui est en train d'être produit, tout ça. Puis, il y a une demande de financement majeur qui a été faite, mais qui n'a pas été financée. Donc, il va y avoir une suite à ça. Mais c'est juste pour vous dire qu'on essaye d'adresser la question. Bon, je vous ai tout jasé de ça pour dire que c'est possible de nous rejoindre. En fait, on a des demandes, un processus de demande d'adhésion qui est possible. Sur notre site web, vous pouvez rejoindre le réseau de RQSPAL. Puis, vous pouvez être membre associé des cliniciens sans problème. Donc, puis vous pouvez participer à nos activités de transfert de connaissances tout le temps. Et vous pouvez également nous suivre sur nos médias sociaux puis vous inscrire à notre infolette. Vous pouvez tout faire ça, c'est tout gratuit. Puis ça vous implique à pas grand-chose. Les enjeux de la recherche, je vais en toucher parce qu'en soins palliatifs, on est vraiment un des domaines les plus... un des domaines les plus... où est-ce que c'est plus difficile de faire de la recherche. On ne se le cachera pas. Donc, je commence toujours par une petite blague, parce que c'est toujours le fun. La loi de Murphy, c'est vous devez la connaître. Là. Tout ce qui peut mal aller va mal aller. C'est aussi simple que ça. Puis la loi de Murphy en recherche, c'est tout ce qui peut aller mal va aller mal, à moins qu'il s'agisse d'une hypothèse de recherche initiale qui était effectivement fausse. Et dans ce cas-là, il n'y a rien à faire, il n'y a rien de mal dans vos données. Vos données sont excellentes, mais il faut juste que tu recommences depuis le début. Ça, c'est la recherche. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est notre réalité en recherche. Population vulnérable, en fait, les enjeux pour la recherche en soins palliatifs et de fin de vie, c'est qu'on fait face à une population vulnérable. Polypharmacie, polymorbidité, je vais vous en toucher un peu. Il y a une surprotection du personnel de soins. Puis ça, c'est pas du... je veux pas non plus être moralisateur ou tout ça, là. C'est une constatation de plusieurs personnes. Il y a une augmentation des techniques qualité administrative et des documentations. Il y a une diminution du temps de recherche pour les professeurs. Il y a eu des retombées du projet de loi 20 sur le corps médical qui ont fait qu'il y a moins de médecins qui peuvent effectuer de la recherche ou qui veulent effectuer. Il y a une restructuration du réseau de la santé, les retombées, le roulement de personnel, je vais vous en toucher, puis il y en a encore. Là. Puis l'inaccessibilité des données du réseau de la santé, j'en ai touché, mais je vais en parler un peu. Difficulté dans l'obtention du financement des études, c'est de plus en plus compétitif. Ça, je vais vous en toucher juste un tout petit peu. Donc, la recherche avec des populations vulnérables. Une population vulnérable faisant l'objet d'un essai de recherche se définit comme un groupe n'ayant pas la capacité de se protéger ses propres intérêts. Ça peut être autant au niveau des mineurs que des personnes avec perte cognitive ou beaucoup avec les personnes en soins de fin de vie, évidemment. Excusez-moi. Il y a une attention particulière qui est portée par les comités d'éthique de la recherche, donc surtout sur le feuillet d'information de consentement qui doit être clair, évidemment, mais ça c'est pour toutes les études, mais des fois il y a des tests cognitifs qui doivent être effectués pour savoir si la personne est apte à consentir. Puis la possibilité de consentement par une tierce personne est toujours problématique, bien souvent, étant donné toutes les capacités, en fait, à une tierce personne d'être présente pour le consentement. Donc, une notion de risque minimal qui est omniprésente. On ne peut pas effectuer des études s'il présente un trop grand risque pour cette population-là, qui est une population vulnérable. Donc, ça peut être juste des études assez de base, entre guillemets. Donc, un des buts des études, c'est de tester une hypothèse dans un contexte donné, donc de reproduire l'étude, parce que chaque étude qui est bien faite, rigoureuse, doit avoir les possibilités ou démontrer une possibilité de reproduction par une autre équipe.
Pour y arriver, bien évidemment, il faut stipuler les critères d'inclusion et d'exclusion suite à l'hypothèse. Regarder le risque potentiel. Puis la polypharmacie, la polymorbidité de la clientèle en soins palliatifs rendent les études extrêmement difficiles à réaliser. C'est difficile d'avoir une clientèle homogène. Comme vous pouvez vous en douter, les critères d'inclusion et d'exclusion en soins palliatifs, c'est compliqué. Juste les métastases, juste les tests, juste les médicaments. Bien souvent, il faut essayer, en fait, un des buts de la recherche, c'est de contrôler les variables au maximum. Donc, c'est de réduire, c'est d'homogénéiser la clientèle à l'étude pour vous dire, bon, ben vraiment, si on ajoute un médicament, ben c'est de voir que ce médicament-là, les effets sont X. Mais si la personne, comme en moyenne, on a déjà fait une statistique là, à la maison Michel Sarrazin, en 2004, je sais que ça date, là, mais il y avait 7 médicaments différents. Chaque patient prenait en moyenne 7 médicaments différents. Si on ajoute un 8e sur le taux, là, je parle de pharmacie, on s'entend, là, mais ça s'applique à beaucoup d'études. C'est difficile de corréler un nouvel effet secondaire avec le 8e médicament. Est-ce qu'il y a une perte au niveau organique? Est-ce qu'il y a eu une défaillance? Est-ce que la personne c'est peut-être un effet secondaire des 7 autres ou un des 7 autres? Puis peut-être l'interaction en plus entre les médicaments. Donc, c'est assez complexe. Il y a une période de washout, bien souvent dans des études, si on regarde en onco, c'est une nouvelle molécule, ils vont dire, bon, mais ton patient, il ne faut pas qu'il ait pris tel médicament pendant 7 jours avant que tu donnes celui-là à l'étude. En soins palliatifs, des périodes de washout, on va y repasser, hein, on n'en fera pas beaucoup. Si le patient est en délirium, on ne va pas faire un washout de 7 jours sur de l'aldol. On va essayer de garder ça. Donc, il y a des enjeux là. Puis les études contre placebo en soins palliatifs, c'est assez... bien souvent, c'est difficile. Ça, c'est pas pour être moralisateur, loin de là. C'est qu'il y a une surprotection du personnel. Les patients, ils ont vraiment une attitude positive envers la recherche sur les unités de soins palliatifs. En fait, bien souvent aussi, on a déjà entendu que c'est un sentiment de legs que les patients avaient. Puis, ils trouvent vraiment un sens à essayer d'avoir une prise de décision, une autonomie décisionnelle jusqu'à la fin. Des fois, même, on a déjà entendu par des patients que c'était une des dernières décisions où à peu près ils ont pris de leur vie. Chose qui était assez incroyable. Puis, c'est sûr que cette autonomie décisionnelle-là, des fois, est enlevée par le personnel clinique, puis c'est pas un reproche que je fais. Bien souvent, tu sais, le personnel, on l'a déjà vu souvent, c'est qu'ils vont dire ah non, c'est pas un bon moment, pas maintenant. Mais des fois, c'est sur 2 semaines que c'est jamais le bon moment. Mais à un moment donné, comme ben, il arrivera jamais le bon moment. Mais des fois, le patient, il voudrait participer. Donc, des fois aussi, il est non éthique de ne pas tester dans un cadre rigoureux scientifique toute nouvelle intervention, que ce soit chez un patient en soins palliatifs ou non. Tu sais, si on pense que l'intervention A est potentiellement meilleure que B, mais dans un contexte oncologique, on fait une étude pendant 2 ans pour le tester, mais en soins palliatifs, bien souvent, c'est bon, on va l'essayer, on verra ce que ça donnera. Parce que les médecins sont souvent en milieu inconnu, puis ça, c'est correct. Les enjeux de la recherche, ça, c'est généraux, là, c'est pas en lien avec les soins palliatifs. Écoutez, les charges administratives en recherche, c'est assez rendu débile, si je peux me exprimer ainsi. Là. La reddition de comptes est de plus en plus omniprésente là, envers les organismes. Il y a une fulgurante augmentation du nombre de documents. Écoutez, en 2000 2007, c'est des chiffres qui datent un peu, mais juste pour vous donner une idée. Il y avait 40 de nombre de procédures uniques par étude. Il y avait 60 plus de critères d'admissibilité à l'étude. Puis ça, c'est le nombre de documents qu'on doit envoyer, case report form qu'on envoie là, aux organismes, plus 227 donc ça vous donne une idée. Là, c'est de plus en plus lourd. Puis le temps de recherche pour les professeurs, mais écoutez, on pense qu'un professeur universitaire, ça fait juste enseigner de la recherche. Oui, c'est les 2 plus grands postes. C'est intéressant parce ça vient d'une étude Cyrano, donc c'est québécois. Hein. Ça date d'un peu, c'est 2013, mais bon. Un chercheur universitaire, ça travaille 57 heures par semaine. C'est quand même du stock. Donc, ça enseigne environ 44 du temps, ça fait de la recherche 35, ça a des charges administratives, puis ça fait des services à la collectivité dans 15 de leur temps.
C'est sûr qu'il y a eu des lois, la loi 20 et les retombées. Pour nous, ça a été quand même un peu frappant parce que les médecins doivent atteindre leur quota de patients. Puis il y a eu des gros enjeux, comme vous le savez, en soins palliatifs, surtout dans les maisons, pour savoir la quantité de patients. Ça induit une pression sur la charge de travail, un délaissement des activités non prioritaires, dont la recherche, l'enseignement. Puis la rémunération lors de la pratique versus la recherche. La recherche c'est vraiment rendu comme du bénévolat. Puis, qu'est-ce que vous voulez? C'est la réalité du milieu. La loi 10, bien, il y a eu la réforme Barrette, il y a eu une réorganisation massive du système de santé, puis ça induit un bon nombre de coupures dans l'offre de services. Il y a une chaise musicale de gestionnaire, puis un arrêt de dossier et non-continuation de ceux-ci. Écoutez, nous, juste pour vous donner une idée, au CIUS de la capitale nationale, on avait 3 projets de recherche qui étaient en développement, en cours, qu'on avait eu même les fonds pour effectuer. Et les 3 ont été complètement stoppés, n'ont jamais redémarré. C'était trop compliqué. Les lettres d'entente qu'on avait étaient plus valides. Il n'y avait plus de temps, il n'y avait plus rien qui allait se passer. Donc, c'est 3 projets qui sont tombés aux poubelles. Puis, pour vous donner une idée, il y a beaucoup de temps qui sont passés avant de se rendre jusque-là, d'implanter. Il y a eu beaucoup de travail en amont, puis ça a été mis à la poubelle. La RAMQ, écoutez, long, fastidieux, coûteux, plusieurs systèmes qui ne se parlent pas en soins palliatifs. Les dossiers patients électroniques, c'est une bonne idée, là, numériser des PDF de feuilles, mais c'est inutilisable pour de la donnée, en moins d'utiliser de l'intelligence artificielle pour aller repérer les données pour créer des banques de données. Chose que le docteur Provencher, si je me rappelle bien, a effectué ou est en train d'effectuer à Deschênes-Fabia, mais je peux m'avancer, là, mais bon. Il n'y a aucun lien de dépôt de banque de données de consultation, d'où un observatoire national à la fin de vie, puis il n'y a aucune boîte à outils commune de questionnaire utilisable en soins palliatifs, d'où le projet que je vous ai parlé, Minimal Dataset. Difficulté de financement de la recherche, bien écoutez, c'est pas compliqué. Aux RSC, le taux de réussite est passé en 2007 de 22% à environ 9-10%. Ça veut dire que 9 fois sur 10, ça prend en moyenne faire un projet de recherche, écrire un projet de recherche académique, ça prend environ un mois et demi. Puis tu as 9 chances sur 10 que tu prends ce mois-là puis tu le tires aux poubelles. Donc, c'est assez démoralisant d'effectuer ça. Études en cours de réalisation, je vais juste en toucher un petit peu. Puis après ça, je vais vous conclure cette présentation-là. Écoutez, nous, on a financé une quinzaine de projets, là, directement des projets pilotes par le réseau. Puis là, je vais vous montrer 3 d'entre eux en lien avec la COVID. Le premier, c'est l'impact sur la COVID sur les maisons de soins palliatifs et de fin de vie, une étude descriptive mixte transversale. On sait qu'il y a eu des gros impacts sur les maisons de soins palliatifs, étant donné qu'il y a beaucoup de bénévoles quand même âgés. Ils ne pouvaient plus aller travailler. Il y a eu des gros problèmes aussi en lien avec cette réalité-là. Désolé, il faut que la gorge me racle. Donc, on va essayer d'étudier la chose avec l'Alliance des maisons. Il y a soins de vie en CHSLD en contexte de COVID, transformation organisationnelle et clinique ainsi que leur effet sur 2 régions du Québec. C'est Émilie Allard et Isabelle Marcoux qui vont s'attaquer à ça et essayer de trouver des pistes de réflexion et de solutions. Et le dernier, mieux comprendre l'expérience de deuil vécue dans le contexte de la pandémie de COVID-19 vers la mise en place d'une communauté virtuelle de soutien destinée aux endeuillés. Donc, c'est pour regarder la communauté virtuelle de soutien, voir si ça donne de quoi. On a aussi fait regarder tout ce qui se passait avec l'aide médicale à mourir au Canada. On a Marc-Antoine Marquis à Sainte-Justine, regarde la qualité de vie des soins palliatifs pédiatriques. Puis Gina Bravo regarde l'attitude des travailleurs sociaux du Québec face à l'idée d'attendre l'aide médicale à mourir à des personnes inaptes. Donc, ça, c'est en cours de réalisation. On a aussi outillé pour mieux communiquer en contexte de cancer avancé, l'expérience des pères d'un enfant avec une condition médicale complexe, une réalité encore méconnue. C'est tous des projets qu'on s'attaque. Bruno Gagnon sur la perte cognitive, ralentissement psychomoteur. Puis, Gina Bravo et Diane Tapp encore, c'est connaissance et attitude de représentation de la sédation palliative continue et de l'aide médicale à mourir au Québec, une étude pilote. Donc, c'est tous des projets qu'on finance à l'interne, qu'un jour va avoir des résultats qu'on va diffuser lors de nos conférences. Donc, vous êtes toujours les bienvenus à y assister.
Pour qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines années, en fait, c'est que nous, on a une demande de renouvellement du réseau qu'on doit produire. C'était supposé être cette année, mais à cause de la COVID, on a eu un an de sursis. Ça va être l'année prochaine. Et puis, poursuite d'un programme de projet pilote qu'on va continuer, on espère. Poursuite, on aide aussi nos étudiants à voyager, à faire des stages, à aller en congrès, à essayer d'acquérir des connaissances. On les appuie financièrement pour faire ça. Les plateformes communes que je vous ai parlé, donc la boîte à outils plus l'observatoire, on va continuer ça. Puis, on essaye le plus possible d'augmenter les retombées auprès des étudiants, des cliniciens. Puis, je replogue encore notre journée de jeudi. Si ça vous tente, vous pouvez y aller, participer, c'est gratuit. Puis, accroître les collaborations au niveau international. Voilà. Donc, en conclusion, j'ai pris 40 minutes de votre temps. J'espère que ça n'a pas trop été pénible. Plusieurs enjeux importants sont présents lorsqu'on effectue de la recherche en soins palliatifs. On espère que fédérer les forces vives de recherche en Québec devrait accroître la capacité et puis produire plus de résultats. Puis les soins offerts à la clientèle en soins palliatifs pourront donc être bonifiés par le transfert de connaissances et retomber vers les milieux cliniques. C'est notre souhait. Donc, j'espère que vous allez vous inscrire à notre infolette puis à nos médias sociaux. C'est quelque chose qui est important pour nous. Ça paraît simple, ça paraît pour vous, mais c'est des chiffres, en fait. Comme on va parler en bon gestionnaire, c'est des indicateurs de performance qui nous permettent qui vont nous permettre de bien pouvoir asseoir notre réseau et puis être renouvelé. Donc, gênez-vous pas. Voilà, voici mes coordonnées. J'aurais dû mettre mon cellulaire à la place parce que je suis beaucoup en télétravail, mais je suis coordonnateur du réseau, donc n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions, des réflexions, et voilà. Donc, ça fait le tour. Je vais ouvrir ma caméra pour que vous voyez un peu la binette. Et puis, si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas. Je suis là pour répondre. Merci à tous.